Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement équestre. Ici, nous partageons une vision holistique de l'équitation, c'est-à-dire dans une approche globale, systémique, considérant les relations de cause à effet du système humain à dos de système équin, pour un perfectionnement à la fois technique et éthique. Je m'appelle Romain Bamaison, j'ai été cavalier professionnel de saut d'obstacles et j'ai eu la chance d'apprendre auprès de grands maîtres de l'équitation. Aujourd'hui enseignant, coach et sophrologue, j'ai créé la méthode sophroéquitation pour mêler techniques équestres pures et rigoureuses à la sophrologie et au développement personnel. Cette méthode développe un équilibre entre le corps, le mental, les émotions et la technique équestre au service d'une équitation plus harmonieuse, légère et en fonctionnement avec le mouvement. J'organise des stages pour les cavaliers et forme des enseignants à la méthode. Emprunter ce chemin est une source de joie, de bien-être et de performance pour les cavaliers et leurs chevaux. Retrouvez toutes les informations sur le site sophroéquitation.com. Très bonne écoute! Bonjour Lucie, Bonjour Romain. merci de nous rejoindre sur le podcast d'Ève Équestre. Alors aujourd'hui, on va parler de biomécanique et je crois que tu es une experte en le domaine. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter? Tout à fait. Alors déjà, je te remercie de cette invitation. Merci beaucoup. Le hasard des rencontres d'Instagram font parfois bien les choses. Du coup, moi, je m'appelle Lucie Lecor. Je suis connue sur les réseaux, enfin connue localement, à petite échelle, sous le pseudo LLC Dressage. Je suis enseignante en dressage, principalement spécialisée dans la biomécanique et dans la mécanique équestre, donc appliquée au dressage. Je suis basée dans le sud de la France. Je n'ai pas d'écurie. Je suis donc cavalière dans une écurie qui est pas très loin, mais qui ne m'appartient pas. Et je donne des cours principalement dans le Gard et dans l'Hérault, des cours particuliers. Et j'organise des stages aussi régulièrement autour de la thématique de la biomécanique. Entendu. Et je crois que tu fais aussi des diagnostics de biomécanique pour les propriétaires de chevaux, c'est ça? Oui, ah oui, et je te remercie d'en rebondir. Tu vois, c'est nouveau, du coup, je ne pense pas à en parler. Tout à fait, ouais, j'ai mis en place un nouveau service que j'ai appelé donc les bilans locomoteurs, qui sont des rencontres de 2 heures où je prends le temps de beaucoup parler, de beaucoup regarder les chevaux, chose qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de faire en tant qu'enseignant quand on nous appelle pour des cours particuliers. On ne prend pas toujours ce temps avec les propriétaires pour retracer l'histoire, les pathologies éventuelles. On le fait au fur et à mesure des cours qu'on va donner, puisqu'il y a des problématiques qui ressortent, donc on y arrive forcément à s'y intéresser. Mais là, l'objectif de ces bilans, c'est vraiment de prendre le temps, de passer le temps qu'il faut pour disséquer, analyser les particularités locomotrices de chaque individu et repartir en laissant aux propriétaires des pistes de travail pour enfin, voilà, l'élaboration d'un entraînement, d'une gymnastique quotidienne. Très intéressant. Ben, moi, je parle beaucoup de biomécanique du cavalier et du cheval et des deux en même temps dans mes enseignements. Donc, j'ai hâte d'avoir encore plus de savoir grâce à toi quand tu vas répondre à mes questions. Alors, J'espère. comment tu définirais déjà la biomécanique équine? Ouais. Déjà la biomécanique, si on repart d'une définition très générale qu'on trouve dans n'importe quel dictionnaire, donc c'est une discipline qui associe la biologie et la mécanique, comme son nom l'indique, biomécanique. Elle explore les propriétés mécaniques des, des organismes vivants et elle va traiter des relations entre structure et fonction. Donc voilà, à quoi correspond et à quoi sert chacune des structures des organismes vivants. Si on Donc, applique structure, ça, ça... Oui. non, vas-y, Structure, tu veux dire les os, les muscles, les articulations et leurs fonctions? c'est ça. Et puis, enfin, en fait, tout ce qui va constituer un être vivant dans la partie mécanique. Donc oui, principalement les éléments que tu viens de citer. Si on applique ça aux chevaux, donc la biomécanique équine, ça va être l'exploration du fonctionnement naturel du cheval.
C'est-à-dire on va s'intéresser à ces schémas et ces mécanismes locomoteurs innés, donc qui ne sont pas induits par un apprentissage. Et c'est là où la différence est importante dans la terminologie, c'est qu'il ne faut pas confondre biomécanique équine et mécanique équestre. Puisque la biomécanique, c'est la science, entre guillemets, la discipline qui s'intéresse au cheval naturel, alors que la mécanique équestre, c'est l'exploration de son fonctionnement artificiel, c'est-à-dire induit par la présence de l'homme à ses côtés, que ce soit à pied ou monté. Puisque dès qu'on vient prendre un cheval en main, par exemple, à la longe, qu'on vient donner à ses trajectoires un sens, enfin, qu'on vient influencer sur ses trajectoires, à ce moment-là, on n'est plus dans les allures naturelles, on n'est plus dans la biomécanique équine, on est dans la mécanique équestre. Et je crois que c'était un peu ça que tu voulais qu'on aborde aujourd'hui. Eh bien, effectivement, oui, c'est intéressant déjà de planter le décor et de faire le point sur ce qu'est la biomécanique indépendamment de l'intervention du cavalier et ce qu'est la mécanique équestre avec l'influence du cavalier pour des buts de performance ou de figure ou toute autre chose. Est-ce que tu aurais envie déjà de nous donner un aperçu de la biomécanique dans chaque allure, le pas, le trot et le galop? Ouais. Donc déjà, le pas, le trot, le galop et le reculé, parce qu'on l'oublie souvent celui-là. Mais ça fait partie des allures naturelles du cheval, c'est-à-dire qu'elles sont inscrites dans son patrimoine génétique héréditaire et que le poulain, après quelques heures de vie, sans aucun apprentissage, il va être capable de marcher, de trotter, de galoper et de reculer, sans avoir besoin de qui que ce soit d'autre que de lui-même et de son patrimoine génétique. Après l'élaboration définitive de chacune de ces quatre allures, elle est évidemment dépendante de chaque individu, de sa race, de son modèle, de sa conformation, je sais pas moi, de la longueur de ses membres, du rapport de la longueur des segments entre eux, de son énergie, ce qu'on va appeler plus tard sous la selle l'impulsion. Donc, chaque cheval a une énergie qui lui est propre, de son caractère, de la qualité de ses fibres musculaires, par exemple. Enfin voilà, chaque allure, enfin chaque individu va développer et optimiser ces quatre allures en fonction de qui il est, en fonction de ses besoins et en fonction de son environnement. On imagine bien qu'un cheval qui est né dans, je sais pas moi, les steppes mongoles, il va pas développer les mêmes allures et les mêmes aptitudes qu'un cheval qui naît dans un paddock dans le Gard et qui va jamais avoir besoin de se déplacer plus de quelques centaines de mètres pour aller boire et manger. Forcément, il va pas avoir les mêmes besoins, le même environnement, donc déjà ces allures, elles vont pas se développer de la même manière. C'est intéressant, effectivement, cet aspect génétique, qu'on ne part pas tous avec le même bagage, comme les humains d'ailleurs. Et est-ce que ça varie aussi selon les jours, la biomécanique? Je pense par exemple aux courbatures d'un exercice de la veille, un cheval qui s'est coincé dans un box. Est-ce qu'on peut dire que la biomécanique varie aussi selon les jours? Ouais, je pense. Mais ce qui est super cool, c'est que les chevaux ont une capacité de résilience énorme et surtout, ils ont une capacité à pallier euh, nos interventions ou même leurs propres interventions. On n'a pas enfin, ils n'ont pas forcément besoin de nous pour se faire mal. En tant que propriétaire, je pense que enfin, je ne suis pas propriétaire, mais j'en accompagne beaucoup et je me rends bien compte qu'on n'est pas toujours responsable du moment où le cheval se fait mal. Euh, et ouais, il va être capable de pallier à des accidents ou à son vieillissement par lui-même dans la nature, quoi. Jusqu'à un certain point, puisque l'évolution génétique a fait en sorte qu'on a aujourd'hui des chevaux qui ont quand même beaucoup besoin de l'homme pour être capables de survivre, en fait. Ah oui, d'accord. Et je me disais justement, ils n'ont pas besoin de nous aussi pour se faire du bien. On voit des chevaux qui s'étirent naturellement, qui vont faire de l'extension d'encolure naturellement, ou faire du stretching naturellement, un peu comme des chats ou des chiens. Ouais, ouais, ouais. Et justement, c'est hyper bien parce que tu me donnes une super perche pour enchaîner sur ce dont je voulais parler. Voilà, pour moi, la chose la plus importante à retenir là, de juste ce qu'on vient de dire par rapport à ce qu'est la biomécanique, les allures naturelles du cheval, et puis on va rentrer en détail peut-être un peu plus si on a le temps après dans chaque allure, mais c'est de dire que c'est hyper important de bien se rappeler que chaque individu a ses propres allures.
Et ce sont les meilleurs pour lui. Et Hmm. ça, c'est un truc auquel je tiens vraiment beaucoup, sur lequel je veux vraiment insister aujourd'hui, c'est que ce sont les meilleures allures possibles pour lui. Il a mis toute sa vie de cheval, de poulain à les développer en fonction de qui il est. Donc, c'est que c'est le mieux pour lui, en fait. Avec ses dissymétries naturelles, on pourra y revenir ultérieurement si on a le temps ou pas, ou dans un autre moment. Enfin, voilà, il a son équilibre, ses allures, qui sont parfaites pour lui. Hmm. Et tu parlais justement de... Ouais, vas-y. On parlait de, oui, ça fait un parallèle avec le monde de l'entreprise aussi que je connais bien. On parle beaucoup d'inclusion, de diversité. On a envie de donner de la place à la personnalité des gens. Bah, finalement, c'est la même chose avec les chevaux. Ouais, c'est là où la beauté ou la catastrophe du dressage a lieu. Juste avant de commencer justement à rentrer un peu plus précisément dans chaque allure, etc., il y a aussi quelque chose qui est hyper important, puisqu'on va parler de dressage aujourd'hui. Le but ultime du dressage, c'est le rassembler. Euh, le rassembler, c'est une attitude que le cheval prend au naturel, dans son pré ou avec ses congénères ou sans ses congénères. Ce qu'on appelle quand on dit ah, il fait le beau. Voilà, il fait le beau, c'est-à-dire il a cette attitude très avec une grande élévation, beaucoup de soutien, les temps de suspension dans les allures qui se rallongent, etc., etc. On le voit tous quand ils font les kékés là au bord des paddocks parce qu'il y a un cheval qui passe, ou etc. Bon, ben, ils sont rassemblés. Ils se mettent dans cette attitude naturellement. Ce qui est un espèce d'état d'équilibre parfait, là. Ils sont juste sublimes, quels qu'ils soient, du poney Shetland au plus grand Zélandrien. On a voilà, le report de poids sur l'arrière-main, la légèreté de l'avant-main, enfin tout ce on a envie, nous, en tant que cavalier de dressage, de pouvoir retrouver sous la selle. C'est-à-dire que dans cet état d'équilibre parfait, le cheval est entièrement disponible à lui-même et il est en mesure de pouvoir utiliser au mieux toutes ses forces musculaires. Ça, enfin, faut faire attention parce que évidemment cet état physique s'accompagne aussi d'un état psychologique particulier, c'est-à-dire un état d'hypervigilance en général, et une appétence au mouvement. Chose qui va pouvoir expliquer aussi pour quelles raisons, de temps en temps, quand on arrive dans le dressage au moment du rassemblé, on retrouve, euh, parce que cet état va déclencher aussi un état psychologique. Mais enfin là, je m'égare. Et en découle de se rassembler certaines stylisations d'allure qu'on va pouvoir retrouver au naturel chez les chevaux, comme le passage, par exemple. Ce qui est intéressant quand tu dis que tu t'égares, c'est que la mécanique du corps peut influencer l'état émotionnel et mental, comme chez l'humain, et en même temps, l'état émotionnel peut influencer le corps. Donc, si on met le corps du cheval dans un état qui est lié à de l'excitation, comme le rassembler ou une allure propulsée, ça peut créer de l'excitation dans sa tête. C'est ça que tu dis? En fait, c'est-à-dire qu'au naturel, cet état enfin, l'attitude du rassemblé, quand le cheval prend cette attitude du rassemblé, ça s'accompagne d'un état psychique particulier. Et alors, je ne suis pas experte en sciences éthologiques, mais je sais qu'il y a des études qui ont été menées justement. Enfin, il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialistes que moi sur ces questions-là, donc je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas, le fait qui est une corrélation entre état physique et état psychique, notamment dans les allures dans les allures rassemblées, ça a été enfin, de nombreux euh, cavaliers et de nombreux enseignants en ont beaucoup parlé, notamment dans des bouquins, etc. Sans être connaisseur, du coup, c'est intéressant pour les équitants et nous, hein, cavaliers, de savoir que cette corrélation peut exister et d'accepter qu'après une demande d'effort ou de figure particulière, le cheval ait besoin de temps pour décompresser, voire accepter qu'on puisse mettre en place des exercices logiques pour l'aider à décompresser. Ok. Oui. Et du coup, pour faire un parallèle avec ce qu'on disait sur les allures naturelles, où chaque individu a les meilleures allures naturelles possibles pour lui, évidemment, chaque cheval va avoir son rassemblé. C'est Mm. on a le rassemblé des livres où on nous dit engagement, rétrécissement de la base de sustentation, blablabla, blablabla. Oui, très bien, bien sûr, mais il faut jamais oublier que qu'on veut tendre vers cet idéal en fonction de chaque individu. C'est-à-dire que Pompon, il n'aura pas la même élévation, le même soutien, le même engagement que First. Voilà, c'est Mm. comme ça.
C'est pour ça aussi que chez les humains, tout le monde, même à volonté égale et entraînement égal, ne peut pas devenir la plus grande danseuse étoile. Il y a des choses, comme tu disais au début, biologiques, qui sont relatives de notre structure corporelle. Et alors maintenant, qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs sur chaque allure? Qu'est-ce qu'on doit surtout savoir sur le pas? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur le trot? Et qu'est-ce qu'on doit savoir sur le galop pour être un bon équitant? Bah, des choses extrêmement simples. Le pas, donc c'est une allure marché, comme son nom l'indique, au pas, à quatre temps, euh, où le balancier de l'encolure est extrêmement important. C'est-à-dire qu'au pas, le cheval, pour moi, s'il y a une chose à retenir du pas, c'est ça. Parce qu'on voit tellement de chevaux raccourcis, emboutis, justement, qui ne fonctionnent plus de la tête à la queue au pas. Voilà. Pour moi, s'il y a une chose à retenir au pas, oui, c'est une allure marché à quatre temps, mais ça, vous allez le retrouver dans tous les bouquins de mécanique et même dans vos manuels de galop. Donc moi, ce que le plus envie, sur le point sur lequel, pardon, j'aurais envie je la refais. Le point sur lequel j'aurais le plus envie d'insister aujourd'hui, c'est sur ce mouvement indispensable du balancier qu'on voit peu dans le pas de travail, entre guillemets, qu'on voit encore moins évidemment dans le pas rassemblé, mais j'ai envie de dire, vu que là, il y a un raccourcissement de l'encolure, c'est un peu plus logique, mais qu'on voit aussi rarement au pas allongé. Et ça, c'est le plus embêtant. Puisque évidemment, du pas de travail, en tout cas du pas de paddock, va découler tous les pas que dans le dressage, on va rechercher, c'est-à-dire le pas rassemblé, éventuellement le pas d'école, mais c'est de moins en moins recherché aujourd'hui. C'était plutôt nos anciens qui travaillaient le pas d'école et le pas allongé. C'est intéressant ce que tu dis sur le pas et il y a aussi un parallèle avec le galop et le saut. Moi, je prépare beaucoup le galop dans le pas et le saut dans le pas, puisque justement, il y a tout ce balancier tête en colure qu'on va chercher dans un galop de qualité et dans un saut de qualité. Est-ce que je me trompe? Non, non, pas du tout. Euh, On dit aussi que le pas, c'est l'allure la plus difficile à cheval. Et je pense que c'est pour cette raison. Je pense que c'est pour cette raison-là. Et souvent, on est très pressé en tant qu'humain, on a hâte et le pas est une allure lente. Et on a du mal à respecter ces quatre temps. On pense que le cheval est feignant souvent, alors qu'en fait, il marche juste au pas. À pas compter. Moi, on m'a toujours dit de compter dans ma tête. De compter un, 2, 3, 4. Et on Hmm. recommence. Un, 2, 3, 4. Bon, là, au pas, dans le pré, un cheval marche toujours à 4 temps. Ou alors, il amble et auquel cas, là, on a soit des défauts d'allure, soit des modifications d'allure qui ont été faites malgré nous, mais un cheval marche toujours très bien, Hmm. avec, encore une fois, plus ou moins d'amplitude, plus ou moins d'énergie, plus ou moins etc. Mais euh, moi, j'aurais toujours envie de dire que on est le problème et que voilà, un cheval marche toujours bien au pas. Et par contre, quand on est dessus, c'est beaucoup plus compliqué, je trouve, de continuer à marcher correctement au pas, comme tu dis, de façon ample, lent, énergique, Hmm. décontractée. Et Hmm. pourtant, c'est l'allure à laquelle on apprend le mieux, nous et les chevaux. Eh oui. Tout est décomposé, donc on a le temps de décomposer chaque mouvement et ensuite on peut aller plus vite dans les allures supérieures, c'est ça? Ouais, le pas, en plus, c'est une allure qui mobilise, comme tu le disais très bien, qui mobilise beaucoup de muscles, beaucoup d'articulations dans la lenteur. Donc, on a peu de risques de blessures. Et puis, nous, surtout quand on commence l'équitation, on n'est pas très fixe. Et le pas permet justement de garder une certaine fixité qui permet de ne pas gêner le mouvement du cheval. Donc, pour moi, c'est une allure dont on parle peu et qui est assez fondamentale. Pareil, quand on va acheter un cheval, regardez le pas à la longe, en liberté. Regardez comment il marche votre cheval. Beaucoup plus que le trot. On est tous à vouloir des chevaux qui trottent avec les membres par-dessus la tête, mais un trot, moi j'ai toujours entendu dire ça. Un trot, ça se travaille. Hmm. Donc, c'est intéressant de redonner sa juste place méritée au pas. Et dans l'enseignement aussi, avec mes élèves, parfois, on passe quelques séances à faire que du pas. Ça peut être frustrant parce qu'on a envie de faire des choses, mais on peut faire des choses dans le pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on aurait à savoir sur le trot?
Donc le trot, c'est une allure à deux temps sautés, où les deux bipèdes diagonaux vont être donc séparés par un temps de suspension. Euh, voilà, enfin, la définition très classique, c'est celle-là. Euh, on peut avoir des trous qui vont être naturellement très expressifs, des trous qui vont être beaucoup plus rasants, encore une fois en fonction de la race, en fonction de pourquoi elle a été, pourquoi cette race par exemple a été développée. Je pense notamment au pur sang arabe. Moins il y a d'élévation, moins ça demande d'efforts de consommation d'énergie, par exemple. Donc plus un cheval est capable de trotter longtemps sur de longues distances. C'est pour ça que les chevaux, les pur sang arabes sont utilisés pour l'endurance, par exemple. Hmm. C'est intéressant ça. Et alors justement, au trot, si on fait le pas, si on commence à introduire un peu le cavalier au pas avec ce balancier tête en colure, le cavalier avance ses mains à chaque foulée vers la bouche du cheval, vers la bouche du cheval. Au trot, j'ai l'impression que c'est une allure plus fixe d'un point de vue du port de tête. Oui, c'est une allure plus fixe qui permet la mise en condition cardio-respiratoire, par exemple, euh, dans laquelle le cavalier, à force de transition et d'assouplissement, va pouvoir élargir la gamme de trot euh, qui partira du trot de base, du trot de référence, vers, dans un sens, le trot rassemblé. Donc avec une augmentation de la durée du temps de suspension entre les bipèdes, entre les posées des deux bipèdes diagonaux, et puis plus d'élévation. Et puis, à l'autre bout du spectre, on aura le trot moyen et le trot allongé, euh, qui sera, lui, développé à partir de la prise de force de l'arrière-main, euh, surtout sans augmentation de cadence. L'idéal Hmm. étant de rester toujours dans la même cadence. Hmm. Comment tu définis la cadence pour ceux qui ont besoin de le redéfinir? La cadence, alors la définition précise m'échappe, mais je peux la retrouver assez facilement parce que c'est toujours bien d'avoir des définitions précises pour ce genre de phrases, de mots. La cadence, c'est la fréquence du posé d'un membre de référence. Hmm. C'est-à-dire, par exemple, mon postérieur droit dans mon trot, par exemple, va toujours se poser à la même fréquence. Hmm. Je sais C'est pas un si peu comme si c'était un tac, Ouais, tac. Il va se poser toujours au même moment, sauf que si c'est allongé, il va couvrir plus de terrain entre les deux tacs. Et si c'est rassemblé, il va couvrir moins de terrain, mais être plus en hauteur, plus de dans propulsion. l'élévation, exactement. Exactement. Ok. Alors, c'est un peu comme le tempo en musique. Faut Hmm. imaginer, je sais pas moi, comment un métronome, voilà. Et Hmm. d'ailleurs, on le dit pour certains chevaux, qu'ils ont des cadences de métronome, parce qu'ils sont Oui. tac, 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 tac. Et ça, pareil, je trouve que, alors, bon, pour moi, dans mon enseignement, je fais énormément de parallèles avec la musique, parce que je trouve que c'est deux disciplines qui se répondent extrêmement bien. Et voilà, ouais, je pense que pour une image qui parle à tout le monde, c'est celle du métronome. Hmm. Intéressant. Et alors au galop, qu'est-ce qui se passe au galop? Alors, au galop, il se passe plein de choses. C'est une allure d'une complexité, je trouve, moi, le galop. Vraiment, c'est complexe pour le cheval, c'est complexe pour le cavalier. Je trouve que vraiment, c'est quelque chose, quoi, ce galop. Donc, c'est une allure à trois temps, basculée, on en parlait tout à l'heure, et sautée, avec un temps de suspension. Pour que tout le monde imagine bien, on va faire le mécanisme du galop à droite. Donc, on a posé postérieur gauche, ensuite posé postérieur droit, antérieur gauche et antérieur droit. Puis temps de suspension et on reprend le même phénomène. C'est-à-dire qu'on a un temps de suspension et on reprend la même mécanique, un temps de suspension et on reprend la même mécanique. Donc à partir de ce moment-là, enfin, ça paraît logique qu'il y ait un mécanisme du galop à droite, un mécanisme du galop à gauche. C'est la même chose, mais c'est inversé. C'est-à-dire qu'au trot, on n'a pas cette différence, par exemple. On a le même fonctionnement à main gauche et le même fonctionnement à main droite. Au pas, pareil. Au galop, on a un galop à droite, un galop à gauche. Ça, c'est Hmm. déjà important. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Le galop de référence, ça va être le galop avec la cadence la plus lente
en conservant une bonne qualité d'allure, c'est-à-dire un 3 temps plus un temps de suspension et pas un galop qui va vers le 4 temps, donc pas un galop trop lent où on a une dissociation du dernier, enfin, comment dire, on a oui, une dissociation du dernier posé, euh, ouais, où l'impulsion et la correction de l'allure est conservée. Donc cadence lente, mais conservation de l'allure. Euh, Pareil, à force de transition, d'assouplissement, dont on va passer rapidement dessus, on n'a pas le temps aujourd'hui, on va aller d'un côté du spectre vers le galop rassemblé, donc avec une diminution de la cadence, mais une augmentation de l'activité. Il faut faire différence Mhm. entre activité et cadence. Et de l'autre côté, le galop allongé, où là, on a une augmentation de l'amplitude des foulées, mais surtout pas une augmentation de la cadence. On ne veut pas un galop précipité. On veut un galop qui Mhm. reste lent, mais grand. Moi, j'aime bien dire ça. Plutôt que de dire à mes élèves, euh, allez vers le galop moyen ou allez vers le trot allongé, agrandissez le trot. Je trouve que la notion d'agrandir, elle est mieux que d'aller de leur apprendre à aller plus vite, parce que c'est surtout pas ça. C'est surtout pas aller plus vite, en fait. Mhm. Intéressant, hein. Et alors, du coup, effectivement, là, dans le galop, à nouveau, il y a la main du cavalier avec les épaules relâchées, les coudes pliés et relâchés, les poignets droits, qui accompagnent à chaque foulée la bascule vers la bouche, vers la bouche, vers la bouche. Ouais. Alors, moi, je me méfie beaucoup de l'assiette, qui est souvent très propulsive. On nous apprend à beaucoup nous servir de notre assiette propulsive au détriment des jambes. Et du coup, on se retrouve avec des chevaux qui ne galopent que parce que nous, on galope. Et qui, quand on reste plus neutre dans notre bassin, ont tendance à écouter davantage notre bassin que nos jambes. Et alors que au plus on va dans le dressage, au plus on a besoin, surtout dans le galop, et j'insiste, c'est une allure extrêmement compliquée par rapport à la concordance des aides, on va avoir besoin de pouvoir agir avec la jambe intérieure sur ce temps de galop, agir avec la jambe externe sur ce temps de galop. Et si on n'a pas appris à notre jeune cheval à galoper en faisant attention à nos jambes, mais plus en faisant attention à notre bassin, on a toute une petite phase de rééducation qu'on va être obligé de faire pour lier une action de jambe à un posé de bipèdes diagonaux ou un posé de postérieur. Hmm. Oui, effectivement, c'est un peu comme l'expression qui dit que papy est devenu sourd parce que mamie criait trop souvent. Avec les aides, c'est pareil. Si on est vissé dans le cheval à quelque endroit qu'il soit, bah en fait, par réflexe de position, il va s'appuyer contre nos pressions et perdre en indépendance dans le fait de porter son allure. Exactement, tout à fait. C'est-à-dire que moi, je fais toujours le parallèle entre si je viens appuyer très fort sur ta cuisse, au bout d'un moment, tu sentiras plus ma main. Par contre, si je viens te mettre une petite pichenette de temps en temps, là, tu vas toujours la sentir, cette petite pichenette. Ou une caresse. Pardon? Ou une caresse. Oui, ou une caresse, ça va avec. La Ok. dernière allure, on a dit que c'était le reculé, Oui, tu vois, je l'avais oublié. mais on l'oublie tout le temps. Moi aussi, je l'oublie. Je l'oublie trop souvent même, alors que c'est une allure hyper intéressante et très compliquée aussi, puisque c'est la seule allure rétrograde. Elle est marchée et elle est à quatre temps par bipèdes diagonaux associés. C'est une allure qui va être extrêmement importante dans l'apprentissage du report de poids sur l'arrière-main. Euh, c'est voilà, c'est une allure qui est, je trouve, extrêmement compliquée à enseigner parce qu'elle fait appel à beaucoup de ressentir de la part du cavalier. Euh, et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à enseigner à mes élèves. Peut-être tu vas pouvoir me donner des tuyaux. Le reculer? Ouais. Ouais, je trouve que Ah, c'est. Après, dans la théorie, c'est très facile. Enfin, on a des axes de préparation, etc. Mais euh, ouais, je trouve que c'est pas simple à faire passer comme le tact nécessaire est pas simple à transmettre. bah, je te rejoins parce que souvent j'ai du mal, pourtant je suis plutôt pédagogue, mais j'ai du mal dans le reculer à expliquer. Peut-être parce que je connais pas assez bien techniquement et du coup souvent je monte sur les chevaux, j'explique les bases comme le fait qu'effectivement on ne ramène pas les mains vers soi, on va garder les mains en avant et au-dessus du garrot, on va pouvoir simplement fermer les doigts sur les rênes pour fermer la porte vers l'avant
mais à aucun moment nous-mêmes ramener la porte dans la gueule du cheval. C'est très important de le dire. Et puis souvent, en fait, je conseille de verrouiller les hanches et d'alléger l'assiette en reculant le bas de jambe. Et en fait, comme le fait de verrouiller les hanches, de fermer les doigts sur les mains qui restent devant, là, on a vraiment verrouillé la porte avant. Et quand les jambes vont chercher les hanches, bah, du coup, ça crée une dynamique vers l'arrière. Mais je ne sais pas du tout si c'est la manière académique. Si, si. Enfin, en tout cas, c'est peut-être pas la manière académique, mais c'est celle aussi que j'ai de mon côté. Quand Hmm. peut se rassurer mutuellement en se disant qu'on est deux, soit à faire des conneries, soit à pas en faire, je ne sais pas. Non, non, je rigole. Mais si, si, c'est ça. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est toujours pareil. C'est de faire la différence entre le frein, entre le moment où on va devoir fermer la porte mais sans, en expliquant bien que c'est fermer la porte, c'est pas effectivement, comme tu disais, c'est pas ramener les coudes vers l'arrière et reculer, c'est pas faire reculer la tête en fait. Et c'est ça qui Hmm. est très compliqué à faire comprendre, je trouve, Ouais. dans reculer. C'est d'abord faire reculer, enfin, c'est faire partir le moteur vers l'arrière, quoi. Et là où je te rejoins avec cet enjeu de préparation dans les allures, c'est déjà de mettre en place des codes de légèreté très clairs dans l'interallure ou dans l'intra-allure, de faire du trop pas, galop trop, éventuellement galop pas. Et grâce à ces codes qui sont très clairs, on peut aller jusqu'à le reculer. C'est le même code, mais avec des variations différentes. Tout à Je fait. pense à l'expire, l'expiration qui marche beaucoup aussi. Puis l'imagerie mentale, quand on pense au cheval qui recule, il y a une espèce de quelque chose de magique qui se met en place et notre corps est assez intelligent pour tout faire pour que le reculé existe. Oui, oui. Et puis c'est aussi ce qui est fabuleux avec les chevaux, c'est leur capacité de d'apprentissage par je sais plus comment ça s'appelle, homéostasie, un truc comme ça. C'est la capacité du cheval à pouvoir apprendre enfin oui, ce que tu disais, c'est une sorte de magie qui s'opère. C'est pas si magique que ça en fait. C'est juste, c'est les neurones miroirs. Enfin bon, ça c'est encore autre chose. Je peux en parler pendant des heures, mais c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que Mm. l'imagerie mentale à cheval, elle est ultra intéressante parce que le cheval est capable d'apprendre grâce à ça. J'ai un de mes instructeurs que j'aime énormément qui me dit toujours, mets-toi dans l'attitude, toi. Si toi, t'es pas dans l'attitude du reculé, ou si toi, t'es pas dans l'attitude du galop, il n'y a aucune chance que ton cheval se mette dans l'attitude du galop. En fait, aucune, zéro, toi, t'es pas au galop. Et ça, je trouve Mm. ça génial. Et pour moi, ça, c'est la beauté de notre sport, c'est cette capacité qu'on a à communier vraiment avec nos chevaux euh, et sans que ce soit magique et sans qu'on puisse se passer de la technique, mais le ressenti est complètement indispensable, quoi. Mm. Si. Oui, ça fait partie de l'équation technique de savoir où est-ce qu'on met les voiles. On dit ça dans la vie, on peut pas atteindre sa destination si on ne sait pas où on va, où on met les voiles. C'est la même chose à cheval. Mm. Si c'est pas clair dans notre tête, ça sera certainement pas clair dans la position, les aides ou le résultat final. Bon, ben, on a parlé de pas mal de choses. Ouais, 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 ouais. Comment tu aurais envie de conclure cet épisode? Euh, Moi, j'aurais envie de reparler un peu de... Parce que du coup, là, on a parlé de biomécanique, on a un peu parlé de mécanique équestre, mais au final, assez rapidement, en prenant que le prisme des allures pour parler de la mécanique équestre. Euh, je voudrais peut-être juste terminer sur une définition de... On est parti de la définition de la biomécanique. Peut-être qu'on pourrait terminer par une définition de ce qu'est le dressage, en tout cas pour moi, et l'équitation, pour faire le lien et le pont entre biomécanique et mécanique. Euh, Déjà en disant que le cheval n'est pas programmé pour être monté, qu'il a été choisi pour certain nombre de qualités qui lui ont permis d'être monté, mais c'est pas un être programmé pour porter quelque chose, ni pour tracter. Euh, et pour moi, la définition de l'équitation, déjà, c'est de respecter de respecter leur aîné locomoteur. Ce qu'on a dit en début de podcast, c'est-à-dire un cheval a les meilleures allures possibles pour lui. Moi, mon job de cavalière, c'est de humblement juste être peut-être capable enfin, de restituer ses allures naturelles sous la selle. Voilà. Hmm. Alors, ça peut aller jusqu'à son degré le plus haut, c'est-à-dire le rassembler de pompons au paddock. Ben, si je fais bien mon job, je vais être capable de restituer ce rassemblé naturel sous la selle. Et donc, je vais être capable de le faire passager.
Mais ce sera le passage de Pompon, ce sera pas le passage de Vallegro au championnat du monde aux Jeux Olympiques de Londres. Mais ce sera déjà, ce sera son idéal à lui. Et donc, ce Ouais. sera, si je respecte son liné locomoteur, mon idéal à moi. Le but du dressage classique, c'est de retrouver son équilibre parfait, l'efficacité idéale de sa locomotion en respectant cet inné locomoteur. Pour moi, c'est ça le but du dressage. Donc après, on a toute une gamme d'exercices à notre disposition euh, qui sont pas extrêmement compliqués, qui sont extrêmement répétitifs, puisque et l'apprentissage et le développement musculaire se fait par action de répétition. Donc le dressage, ça peut avoir l'air de l'extérieur pour les gens qui n'aiment pas ça très chiant, effectivement, parce qu'on fait un peu toujours la même chose, mais avec comme but ultime, alors c'est assez dingue quand on y pense, hein, de reproduire ce qu'il fait sans nous. Mais c'est pas si simple. Oui, et c'est la même chose pour le saut ou toute autre pratique équestre. Et c'est une cavalière internationale de saut d'obstacle, Marie Pellegrin, qui disait avant de prétendre aider le cheval, il faut déjà avoir l'humilité de ne pas le gêner. Et je crois que Exactement. c'est ça, déjà être capable de fonctionner avec lui dans les allures naturelles, avec du liant et sans le gêner, ce qui implique énormément de points techniques dans la position, l'usage des aides, c'est énorme. Et de compensation par rapport à lui, c'est-à-dire qu'on l'a évoqué extrêmement rapidement, mais tout cheval n'est pas droit. Tout cheval est dissymétrique. Donc non seulement on doit prendre en charge nos propres problématiques à nous, en tant qu'humains, puisque nous-mêmes, nous ne sommes pas symétriques, mais en plus, on doit être capable de compenser les dissymétries naturelles du cheval. Et, comme tu viens de le dire, de rester liant et de l'aider à continuer à fonctionner au mieux, au pas, au trot et au galop, pour qu'il puisse nous porter le plus longtemps possible en restant dans une bonne intégrité physique et mentale. Bon, ouais, je crois que c'est ça aussi qu'on peut retenir de cet épisode. Merci beaucoup, Lucie. Avec Où grand est-ce plaisir. plaisir aussi partagé? Où est-ce qu'on peut te retrouver alors sur Instagram? Ouais, sur Instagram, sur Facebook. Le site internet est en cours, n'est pas encore à jour. J'avais un site sur lequel j'écrivais des petits billets de blog régulièrement. Ça va revenir. Ce sera de façon très originale, llcdressage.com. Mais ça pas encore c'est pas encore le cas. Mais donc ouais, principalement Instagram. Et puis sur des petites bulles comme ça de temps en temps, en podcast, à droite à gauche. Ok. Merci beaucoup. Bah, moi, pareil, retrouver tout ce qu'il faut sur le site sophroéquitation.com et puis LinkedIn, Facebook, Instagram, Sophroéquitation également. On connaît toute la méthode de l'application de la sophrologie à l'équitation. Merci Lucie et à bientôt pour un nouvel épisode. Avec grand plaisir, Romain. À bientôt. Bye bye. Bye.